Bonsoir et merci de votre fidélité au programme de la radio-télévision Labari. Merci aussi de nous suivre en direct, de suivre donc l'émission Contour de la télévision Labari. Contour qui va vous parler ce soir d'assainissement. Vous le savez certainement déjà, le CNSP a créé par ordonnance 2023-09 la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, la COLDEF, pour faire rentrer l'État dans ses droits à travers la récupération de ses dus qui lui ont été soutirés, mais aussi pour lutter contre la criminalité économique. Ce soir donc, nous allons nous intéresser au décortiquage de cette commission, mais surtout des attentes de la population nigérienne vis-à-vis de cet assainissement annoncé. Et pour en parler, et avant peut-être que nos invités, nos autres invités nous rejoignent éventuellement, nous avons sur ce plateau, sur ma gauche, Monsieur Issoufou Tamboura, que vous connaissez très bien. Il est acteur politique, homme très présent dans les médias nigériens. Monsieur Tamboura, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre constante disponibilité chaque fois qu'il s'agit de débattre des sujets d'intérêt national au Niger. Merci. Juste sur ma droite, nous avons aussi un habitué de ce plateau de Contour. Il s'agit de Nassirou Bodo. Monsieur Nassirou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci à vous aussi de votre disponibilité en ces temps où les activités, en tout cas, sont très denses. Et ici à Niamey, surtout pour les activistes politiques. Vous êtes acteur politique aussi, j'allais dire jeune acteur politique de la formation Tous pour la République, Kibla, qui veut dire orientation. Merci de nous aider à nous orienter dans ce débat de la télévision Labari. Alors, Monsieur Tamboura, je commence avec vous. On a vu beaucoup de commissions, la commission crime et abus de la conférence nationale, on en a vu sous les transitions militaires du général Barré, de Djibo Salou, et récemment même sous la 7e République, on a connu la Halcia. Est-ce que ça ne fait pas trop de commissions et aujourd'hui avec la COLDEF? Alors, qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui doit changer en ce moment pour cette fois-ci? Merci beaucoup. Nous avons entendu que le CNSP donc a adopté un texte, nous l'avons regardé, portant création d'une COLDEF qui fait suite à toute la panoplie de commissions de lutte, etc., qu'on a connu au Niger, d'assainissement, de lutte contre la délinquance. Il y a eu déjà une commission comme ça, je ne sais pas c'est quelle transition. Bon, mais en tout cas, aucune n'a véritablement donné satisfaction. Et le peuple n'a pas vu d'impact. Et pire, l'assainissement n'a pas eu lieu, puisque la prévarication s'est aggravée au Niger. Elle n'a jamais atteint le niveau qu'elle a atteint pendant le pouvoir des Renaissances, malgré qu'il y ait une haute autorité Halcia. Donc, vraiment, des choses très graves se sont passées. Oui, on ne va pas revenir là-dessus, Monsieur Tamboura. Vous avez dit tout à l'heure que voilà, ça a été l'échec depuis la conférence nationale souveraine. Je me rappelle pour la dernière commission d'une transition militaire, c'était celle de Djibo Salou. Et là, on voulait construire un hôpital avec l'argent récolté, mais finalement, la commission s'était retrouvée, si ma mémoire est bonne, avec quelques 4 milliards, ce qui était très largement en deçà. Alors aujourd'hui, est-ce que, puisque vous avez lu aussi l'ordonnance 2023-09 qui crée la COLDEF, est-ce qu'on peut parler de changement pour cette fois-ci, d'un bon départ, je veux dire? Je ne pense pas, c'est ça que je voulais dire, parce que
ne serait-ce que dans l'intitulé de l'organe de lutte, je pense que tout ce qu'on a dit de travers n'est pas forcément pris en compte. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit jamais le Niger n'a atteint un tel niveau de prévarication, de pillage, de spoliation, etc. Jamais. Bon, dans le temps, c'était quelques millions, etc., etc. Bon, on peut dire d'ailleurs que ces autorités du passé, on peut d'ailleurs l'avouer, étaient plus respectueux des biens publics et des ressources publiques. On va aller rapidement, M. Tamboura. Donc, je veux dire que, pour moi, l'aspect le plus important, ce n'est pas la lutte contre la délinquance, mais c'est la récupération des biens spoliés par ce régime, le régime des Renaissances, et même s'il le faut, des régimes précédents. Oui, mais, voilà. mais là, cela se trouve dans les 7 missions de la COLDEF. Bon, quand on regarde l'ordonnance que j'ai évoquée tantôt, parmi les 7 missions, il y a la récupération des biens volés à l'État. Voilà, ça a été dit après, mais on ne le sent pas dans l'intitulé de la commission. Pour moi, donc, la COLDEF, c'est comme la Halcia. Donc, elle commence à agir à partir du moment où elle est installée. Donc, pour ce qui arrivera. Mais normalement, on ne sent pas qu'elle est là pour le passé. Voilà. Alors si j'ai bien compris, vous auriez voulu avoir une commission dont l'intitulé aurait en tout cas la récupération des deniers publics. C'est cela. Voilà. Des biens spoliés. Voilà, merci. Merci, on va revenir avec vous plus largement. Monsieur Nassirou. Et d'ailleurs, on peut faire les deux. Un qui est là pour poursuivre tout ce qui a été pillé au Niger, et pendant, on peut prendre une période, et puis maintenant, donc l'autre sera chargé, n'est-ce pas, d'empêcher que cela n'arrive dans le futur. D'accord. On reviendra dessus. Monsieur Nassirou, certains, en tout cas, certains Nigériens pensent que c'est un nouveau départ et qu'il y a lieu de faire confiance en cette nouvelle commission. Un avis que ne partage pas M. Issoufou Tamboura. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon, merci d'abord pour la parole et pour ce tonnerre qui nous est fait. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, pour nous aussi, on a l'impression du déjà-vu, quoi. C'est un sentiment du déjà-vu. C'est vrai, nous, au lendemain même du coup d'État, nous avons sorti un mémorandum dans lequel déjà nous appelons les nouvelles autorités à se pencher sur les questions, en tout cas, de lutte contre tous les pillages qu'il y a eu. Et par rapport à cette question, dans le principe, nous avons effectivement accueilli favorablement l'intention, la volonté affichée d'aller dans ce sens-là. Mais maintenant, quant au format, et moi, personnellement, à ce qui nous concerne aussi au niveau du mouvement, nous ne sommes pas, en tout cas, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que, pour nous, surtout pour nous qui sommes juristes, certains d'entre nous, c'est qu'on n'a pas besoin de créer une commission pour ça. Parce que déjà, il existe une institution judiciaire qui est là, qui a suffisamment de textes, d'instruments juridiques pouvant lui permettre de mener à bien cette lutte-là. Mais mieux, on a un pôle économique et financier au sein même de l'institution judiciaire qui est censé combattre tout ce qui concerne la délinquance financière et ce qui s'ensuit. Nous aurions voulu en tout cas que cette mission soit confiée tout simplement à la justice nigérienne. Maintenant, quitte à la renforcer en termes d'effectifs, avec notamment les gendarmes. Justement, vous êtes un activiste, vous n'êtes pas sans savoir tout le procès qui est fait à la justice nigérienne, qui est qualifié par beaucoup de compatriotes de corrompus, ou en tout cas d'avoir de juges corrompus et d'être faible, de manquer d'indépendance. Non, ce n'est pas. Est-ce que le temps, parce qu'il y a une question de temps, la transition est partie pour un délai qui sera
bien déterminé dans l'espace et dans le temps. Alors, est-ce que le CNSP a le temps de réformer cette justice pour l'adapter au contexte et surtout avec cette demande de justice des Nigériens? Oui, bon, vous savez, la justice, c'est aussi des juges. Des juges qui sont conscients de leur rôle. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où on n'a pas confiance en la justice, c'est parce qu'il y a eu certains régimes peut-être qui ont compromis le fonctionnement de cette justice-là. Aujourd'hui, ce régime n'est plus là. Moi, je pense qu'il fallait juste remettre la justice à son rôle, c'est-à-dire dans son rôle, pour qu'elle joue pleinement et ce rôle-là. Parce que, vous savez, c'est trop facile de dire non, parce que la justice est considérée comme étant corrompue, il ne faut pas lui confier des tâches qui relèvent pourtant de ses compétences. Parce que quand vous prenez l'ordonnance en question, l'ordonnance parle d'une composition qui fait entrer des douaniers, des magistrats, des magistrats, des FDS. Et vous savez, il y a des statistiques sur la corruption. Tous ces corps-là sont gangrénés par la corruption. Donc, si c'est une question de confiance, on peut tout bonnement aussi refuser de faire confiance à tous ces corps-là. Mais là, ce n'est pas les corps qui sont choisis, mais les individus. Oui, mais c'est les... Et qui sont choisis, ou en tout cas qui doivent être choisis sur la base de leur honnêteté, de leur rigueur. Mais les corps sont constitués d'individus. Et cette corruption-là, c'est l'œuvre des individus, ce n'est pas l'œuvre des corps en tant que tel. Parce que la justice elle-même, ce n'est pas elle qui est corrompue du seul fait qu'elle est justice. Non. C'est parce qu'il y a des magistrats ripoux à son sein qu'on parle de corruption. Tout comme il y a des magistrats rigoureux, honnêtes, voilà. Indépendants. Et mieux, vous avez dit que c'est un nouveau départ. Écoutez, on dit à la justice, voilà ce qu'on veut d'elle, conformément aux instruments juridiques qu'elle a dans ses mains. On n'a pas besoin d'inventer ou même de réformer, on n'en a pas besoin. On a compris. Nous avons M. El Haj Tahir Mohamed qui vient de nous rejoindre. Vous êtes le président, un acteur politique aussi, jeune j'allais dire, du RDFD Dalili. Vous avez Dalili en français, c'est la richesse, hein? Donc vous êtes normalement très riche. Ça peut vouloir dire autre chose aussi. Dalili, c'est la raison. Merci. Aussi. Alors, vous, en tant que jeune acteur politique, comment entrevoyez-vous la création de la COLDEF? Encore une fois, merci de nous avoir donné l'occasion de nous prononcer à ce sujet, justement qui nous tient au-delà de nos personnes, qui nous tiennent tellement à cœur. La création de la COLDEF nous vient à point nommé. C'est justement une institution qu'il fallait, et qu'il fallait aussi faire la différence entre la COLDEF, l'esprit de sa création, le contexte dans lequel la COLDEF a été créée. Il vous souviendrait qu'une autre institution de la même veine a été créée, ou du même esprit a été créée, qu'on appelait Halcia à un moment donné, qui a été pervertie aussi bien dans la mise en œuvre, dans l'exécution de ses missions ou de son cahier de charges, que dans la conduite ou dans le comportement des acteurs qui animaient cette institution. Il se trouvait que nous sommes dans une situation exceptionnelle et qu'il fallait utiliser des moyens exceptionnels, avec des outils exceptionnels. COLDEF va au-delà de la Halcia, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup trop de délinquants dans ce pays. Et cela va au-delà des 13 années que nous avions précédemment vécues. Cela remonte à un certain nombre d'années, pour ne pas dire de l'après-conférence nationale souveraine. Nous avions vécu dans ce pays une situation de léthargie, un laisser-aller qui a fait que beaucoup de nos compatriotes pensaient que quand on gère les biens publics, on pouvait se permettre de faire ce qu'on veut. Et vous l'avez vu dès la nomination de certains acteurs de la vie active de notre vie institutionnelle. Nous sommes de facto félicités parce qu'on voit en cela déjà une façon de se réaliser, une façon de distribuer l'argent. Et donc, on a vécu des institutions comme Halcia. Aujourd'hui, on parle d'une lutte contre la délinquance économique, financière, et au-delà, on parle de la fiscalité, donc du côté fiscal. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui peut concerner même ceux qui ne gèrent pas les affaires de l'État. Ceux qui ne gèrent même pas l'affaire de l'État, des opérateurs économiques. On va revenir là-dessus. Il y a des délinquants, des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui
grugent l'État en fait. Et à chaque occasion, ils ne ratent pas cette occasion pour pouvoir gruger l'État. Et l'État aujourd'hui, par le biais du CNSP, donc le président de la transition, le chef de l'État, a bien vu de dire que bon, allons au-delà de toutes ces pratiques que nous avions. Justement, nous avons deux invités qui sont sceptiques vis-à-vis de cette assurance que vous tentez de donner. Pourquoi pensez-vous que la COLDEF est la solution au lieu de la justice, comme l'a dit tout à l'heure Nassirou Bodo? Oui, mais c'est pas qu'on fait un procès à la justice nigérienne. Nous y croyons. Et c'est justement pourquoi on crée une autre institution d'appoint qui peut aider la justice nigérienne à mener à bien la mission qui est la leur. Et donc, c'est ce qu'on dit. Comme on dit, hein, beaucoup trop de viande dans la sauce ne la gâte pas. Ça ne peut que la rendre beaucoup plus utile et beaucoup plus dégustative. Et donc c'est pour dire qu'COLDEF vient apporter une autre solution beaucoup plus souple et beaucoup plus adéquate à la justice. Pour que la justice fasse le boulot qui est attendu de la COLDEF, il faudrait qu'on engage un certain nombre de réformes. Nous n'avions pas beaucoup de temps, je crois, dans ce pays pour qu'on puisse réformer la justice nigérienne, faire la purge et la cure, pour qu'on puisse permettre à cette justice de mener cette mission. Et vous avez bien vu, dans la composition des acteurs qui doivent l'animer, c'est quelque chose de mix et une mayonnaise, si vous voulez, de corporation qui permet maintenant d'avoir un regard beaucoup plus large dans les différentes couches socio-professionnelles pour qu'on puisse aller au-delà de ce que vous connaissiez de la Halcia. Merci. On va revenir avec vous. Je vais peut-être juste préciser à nos téléspectateurs que parmi les membres de la COLDEF, prévus en tout cas par l'ordonnance qui crée cette commission, il y a les FDS, pratiquement toutes les FDS, à savoir les FAN, la douane, la gendarmerie, la garde nationale, la police et même les eaux et forêts. Au-delà, il y a aussi les inspecteurs d'État, que ce soit les inspecteurs des finances, du trésor et des impôts. Il y a aussi la société civile qui est représentée dans cette commission, mais aussi évidemment les magistrats. Ça, c'est la précision que je voulais apporter. Maintenant, on va voir le travail qui attend, avec votre permission, le travail qui attend la COLDEF dans cet élément réalisé par la télévision Labari. En dehors de la souveraineté nationale à laquelle il reste très attaché depuis le 26 juillet dernier, la reddition des comptes est l'une des principales aspirations du peuple nigérien. Et c'est à cela que le CNSP vient de donner une réponse retentissante à travers la création de la COLDEF, Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Une nouvelle institution dont l'une des missions est, selon le porte-parole du CNSP, de recouvrer, je cite, tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Fin de citation. Et ce ne sont pas des dossiers qui vont manquer à la COLDEF, tant les 12 années de gouvernance du PNDS-Tareya et de ses alliés ont été jalonnées de crimes économiques et des scandales financiers, à n'en point finir. Quelques mois seulement après son installation en 2011, le régime d'Issoufou Mahamadou avait été éclaboussé par, entre autres, l'affaire Uranium Gate, dans laquelle plus de 200 milliards francs CFA ont pris une destination douteuse, l'affaire des conteneurs de Soraz, l'achat pour 21 milliards francs CFA de l'avion présidentiel Mongreboun et son fameux hangar de 7 milliards. Il y a aussi ce que l'on pourrait appeler le Petrolgate qui a été au centre des débats à l'Assemblée nationale sous la première législature de la 7e République. Par là est passé le très controversé prêt d'Exim Bank de Chine pour 2 milliards de dollars, soit environ 1000 milliards francs CFA. J'ai dit au président de la République, j'ai appris avec plaisir que la Chine, à travers Exim Bank, vient de nous accorder un prêt. Avant que je termine, le président de la République lui-même m'a dit effectivement, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais nous avons contracté un prêt de 2 milliards de dollars. À l'époque,
le gouvernement de Brigitte Raffini avait formellement démenti. Ce n'est pas à hauteur de 2 milliards de dollars comme l'a indiqué le président de l'Assemblée, mais c'est un projet d'1 milliard, c'est-à-dire de 500 milliards de francs CFA. Les prêts avec Exim Bank, je le confirme, celui que nous avons signé actuellement, il est de 500 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur 25 ans, dont 8 ans de différé. Puis, sur la voie du Sahel, Brigitte Raffini s'est lui-même dédié. Nous nous félicitons également du financement par votre prestigieuse Exim Bank Chine de notre grand projet tel que le projet pétrolier avec CNPC avec un montant de plus de 2 milliards de dollars. À propos toujours du pétrole, suivons maintenant le défunt député Mohamed Ben Omar et l'économiste Amadou Ali Jibo d'IMAX. Moi, j'ai la liste du monopole. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de monopole. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai la liste de 6 personnes qui ont le monopole de l'exportation et qui sont les clients de Soraz. Je ne vais pas appeler leurs noms, mais les voilà. Et qu'on nous donne, moi je préfère que le ministre nous donne les 6 noms. Et sur chaque camion, au nom de cette licence qu'ils ont, ils gagnent 600 000 francs par camion sorti de Soraz à l'exportation. Soit à l'intérieur du Niger, soit à l'exportation. Imaginez la somme d'argent qui est là, qui est diffuse et qui va dans d'autres canaux ou dans d'autres poches. Le Niger n'a pas une seule goutte de pétrole. Or, à Exim Bank, vous vous êtes engagé sur 25 ans à leur livrer 10 000 barils par jour. Ça veut dire que vous êtes en déficit de 6 000 barils déjà jour pour honorer vos endettements avec Exim Bank. Il y a eu ensuite le MDNGET ou la tristement célèbre affaire du ministère de la Défense nationale dans laquelle des opérateurs économiques, en dehors de la surfacturation, auraient livré des projectiles défectueux aux forces de défense et de sécurité, les envoyant ainsi se faire massacrer par les terroristes et leurs parrains. N'oublions pas non plus les marchés publics qui étaient devenus une propriété privée des anciens dignitaires qui se les distribuaient souvent dans les sièges du PNDS-Taraya aux militants et alliés du parti présidentiel. Les milliers de conseillers nommés pour ne rien faire, en dehors de percevoir un salaire très largement au-dessus de celui des enseignants, des forces de défense et de sécurité et de bien d'autres catégories dont la santé, qui servent l'État au péril de leur vie souvent. Comment ne pas parler de ces immeubles bâtis donnés en bail à l'État par les barons du régime pour des loyers exorbitants avoisinant la dizaine de millions de francs CFA par mois et dont certains auraient perçu des avances sur 5 ans, voire plus. Parlons aussi de toutes ces institutions fantaisistes créées pour simplement caser des partisans du régime PNDS au détriment du plus grand nombre. L'agence de modernisation des grandes villes dont la mission chevauche les attributions des maires élus et l'agence dite de l'économie des conférences sont assez emblématiques, même s'il y en a beaucoup d'autres. Certains parlent aussi de caisses noires dans les grosses sociétés d'État telles que la Sonidep ou encore la Nigélec et qui serviraient de caverne d'Ali Baba aux gouvernants déchus pour, entre autres, les opérations occultes de déstabilisation des partis politiques de l'opposition et la corruption d'acteurs de la société civile, des médias, mais aussi des leaders d'opinion, entendez religieux et coutumiers. Sous la Renaissance, la gabégie a été telle que les gouvernants se sont enrichis plus que Crésus, passant de 0 à des centaines de millions de francs CFA pour les moins chanceux et des milliards pour leurs leaders. Pendant ce temps, la grande majorité des Nigériens peinent à manger à sa faim, à se soigner, bref, à vivre décemment. Tout pour moi et rien pour les autres, telle était la logique du PNDS-Taraya et de ses alliés qui s'étaient appropriés le pays et ses richesses. Mais aujourd'hui, l'heure des comptes a sonné et le Niger attend impatiemment de rentrer dans ses droits en récupérant ce qui lui a été volé. Les Nigériens aussi attendent de voir les délinquants financiers
vomir jusqu'au dernier franc tous ces biens mal acquis qu'ils ont illégalement ingurgités ces 12 dernières années. L'on se rappelle que l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, avait lui-même dit dans une interview en langue que sur 10 voleurs de la République arrêtés, 8 sont de son parti, le PNDS Taraya. Mais maintenant que la CODEF est née, les Nigériens espèrent connaître bientôt l'étendue réelle des dégâts commis par l'ancien régime sur les maigres ressources de l'État. Car, selon toute vraisemblance, tout ce qui a été dit plus haut pourrait s'avérer une goutte d'eau prélevée dans l'océan. Alors voilà, M. Issoufou Tamboura, on l'a vu dans cet élément, la tâche est monstrueuse, elle est immense. Comment avoir des résultats? Puisque la COLDEF est déjà créée juridiquement à travers l'ordonnance 2023-09. Oui, merci encore une fois de plus, je l'ai dit, nous avons l'expérience. La tâche est immense. Et il faut qu'on atteigne les objectifs. Sinon, le Niger ne sera plus un pays gouvernable. Si cela la passe, le Niger sera un pays de gang. Parce que tout celui qui arrivera fera la même chose. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que jamais le Niger n'a vécu une telle situation de prédation. Il faut arrêter ça. La COLDEF telle qu'elle est constituée est dans ces textes et comme l'a dit nos deux camarades, vraiment il faut une organisation adaptée. Récupérer donc les biens spoliés demande beaucoup d'expertises diverses. Ce n'est pas une affaire de juge, ça. Donc ça demande beaucoup d'expertise pour d'abord déterminer et démontrer sans discussion ce qui a été spolié. Oui. Pour vous compléter, M. Tamboura, l'ordonnance précise justement que la COLDEF peut avoir recours à tout expert qu'elle juge nécessaire. C'est juste une précision. Mais justement, ça c'est des trucs qu'on met, mais après, ça ne fonctionne pas. Vous êtes pessimiste? Je suis pessimiste, je le dis. Et tout de suite, le jeune camarade a dit que de confier à la justice. Ah non, on n'atteindra jamais les objectifs. La justice, ils vont se mettre à chercher des informations et une affaire à la justice, ça peut faire des années. Ça dit que ceux-ci qui l'ont commencé vont partir et puis ça tombe en désuétude. Mais la justice, une fois que les faits sont précisés, on peut leur donner, ils peuvent juger directement et très rapidement. Et justement, il faut que les jugements soient rapides pour qu'on puisse arracher ce qu'on peut arracher. Mais si ça traîne à longueur, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça qu'il faut une organisation dynamique et efficace. Et on connaît les axes où il y a eu la gabegie. Moi, par exemple, je ne suis pas capable de déterminer une gabegie dans le secteur de la défense. Je ne serai pas capable de déterminer l'ampleur d'une gabegie dans le secteur de la santé. Donc c'est ingénieur de travaux publics. Voilà. Mais c'est pour ça, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, le CNSP, cette transition est une transition charnière très très importante. Vous savez comment fonctionne Haïti? Haïti n'a même pas de parti politique. C'est des gangs, ils se tuent. Voilà. Et vous voyez bien que si un État atteint ça, c'est fini. Donc c'est pourquoi il faudrait qu'on revienne à la morale. Et pour revenir à la morale, il faut justement que ça se fasse sentir. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement maintenant? Moi, j'ai dit tout à l'heure, je pense que tout le monde sait, ton élément tout de suite a montré
que beaucoup de ressources ont été pillées, beaucoup de ressources ont été gaspillées dans tous les domaines. Il y a eu des gens qui sont devenus des millions de rien, des milliardaires de rien. Et ce qui est aberrant et très grave, c'est que ce sont les dirigeants, les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres, ceux qui devaient justement protéger, c'est eux qui se sont jetés dedans. Donc, vous voyez, la tâche est immense et c'est pourquoi j'ai dit que la commission là, qui devait être créée, on doit la créer pour récupérer les biens spoliés et lui donner le nom qu'il faut. Et que d'ailleurs, tout le monde sait maintenant à peu près les affaires qui... Mais on met les gens sur les affaires. Rapidement, en un an, comme l'a fait d'ailleurs au Nigeria Buhari, en moins d'un an, il a eu beaucoup de milliards. Et est-ce que vous savez que quand ils sont venus au pouvoir, chacun est parti voir Obama? Moi, j'ai vu ça à la télé. Donc, Obama, quand tu viens, il te reçoit, il sort un papier, il dit, voilà l'argent de ton pays. Comment les gens les ont placés dans les paradis fiscaux, dans les banques. Les noms et prénoms, et puis les montants, etc., etc. Mais Issoufou est parti. On lui a donné le papier. Il a disparu, il n'est plus revenu. Mais Buhari, quand on l'a montré à la télé, il a écarquillé les yeux parce qu'il avait des proches collaborateurs qui étaient dedans. Et c'est ça qui a fait qu'il a duré même pour faire un gouvernement. Mais il a pu récupérer cet argent. D'accord. Avant ses 2 mandats, il a récupéré beaucoup d'argent et c'est ça qui lui a fait gagner le pari du riz, premier producteur d'Afrique de riz, et l'autosuffisance. Donc vraiment, c'est très très important. On ne peut pas laisser ce qui s'est fait devant les gens, clair, des gens qui ne savent rien faire, du jour au lendemain, c'est des milliardaires. D'accord. Non, on ne peut pas. On a compris. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut séparer les 2 rôles. Il faut ce qui a été pillé, donc il faut arracher, sanctionner le plus méchamment possible pour que l'histoire les retienne. Et regarde par exemple... Et pour que ça serve d'exemple aux autres. Par exemple, ceux qu'on paye, on te dit tu es, je ne sais pas moi, à Bazaga. Oui, tu es un grand militant, oui, tu es conseiller. Tu as 300 000 mois. On te donne, ça fait combien de temps? Et tu as bien dit que c'est plus que le salaire d'un enseignant. Ouais. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, c'est pour dire que ces montants-là doivent être arrachés. D'accord. Et que ces gens-là qui ont accepté aller toucher de l'argent gratuitement, des emplois fictifs, ils doivent être poursuivis. Pour que demain, si on dit Yero, viens là, je te nomme conseiller à ne rien faire, tu as dit moi je ne suis pas dedans. Merci, on a bien compris. C'est la pédagogie de l'exemple. Alors, M. Nassirou Bodo, comment faire pour avoir des résultats? Puisque même si vous n'êtes pas d'accord avec la COLDEF, elle est quand même là, elle est créée juridiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non, je rectifie. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec la COLDEF, mais c'est le format. Je trouve qu'on aurait pu éviter une surcharge institutionnelle parce que la justice existe, comme vous l'avez dit, on peut faire appel à d'autres expertises. Et même dans le cadre judiciaire, un procès est toujours appuyé par des expertises. Ça, il faut que vous le sachiez. Mais ça prend du temps. Non, il faut justement éviter la précipitation. D'accord. Parce que si on veut réussir la transition, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que la COLDEF est déjà là, que faut-il faire pour avoir des résultats? Maintenant, pour avoir des résultats, le truc est simple. Il faut mettre les personnes qu'il faut dans cette COLDEF-là. Mais maintenant, allons dans le fond de l'ordonnance. Vous allez remarquer, parce que le tonton l'a dit dans ses propos introductifs, qu'ils ont eu l'expérience de ces histoires de commission. Il ne faut pas espérer que forcément la COLDEF va faire la différence. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'ordonnance elle-même, si vous prenez à partir de l'article 22, je crois, il y a la possibilité de transiger, la transaction. Et ça, c'est
presque dans toutes les commissions, c'est ce qui s'est passé. Je vais expliquer un peu pour que les téléspectateurs comprennent. Ce que vous appelez transiger, c'est que celui qui est accusé d'avoir détourné de l'argent, il peut rembourser cet argent. Il peut rembourser. Mais sans préjudice des poursuites judiciaires. Retourner. J'ai lu l'ordonnance et l'ordonnance prévoit aussi que la poursuite peut être annulée. C'est-à-dire si la personne rembourse. La transaction, quand la personne rembourse, déjà moi je suis contre le principe sur la base même des expériences vécues. Parce que c'est quoi le remboursement là? Quelqu'un, il vous vole 1 milliard. Vous transigez, ça veut dire que vous allez négocier. On ne négocie pas avec un voleur. On lui reprend ce qu'il a volé et on lui applique la loi dans toute sa rigueur. C'est ça, si on veut éduquer les citoyens, demain à ne pas négliger quand ils auront des fonctions à leur charge. Donc c'est déjà ça, la transaction, comme je l'ai dit, c'est un peu, pour moi, c'est le plus grand handicap de cette COLDEF-là. Parce que on ne peut pas, sinon en tout cas, il vaut mieux ouvrir toutes nos prisons et discuter avec tous les voleurs qui y sont. Parce que chacun de ces voleurs peut avoir quelqu'un dans sa famille qui puisse peut-être payer les 10% de ce qu'il a volé. Parce que la transaction, comme je l'ai dit, ça va revenir à des négociations. Oui, j'ai volé 1 milliard, mais je vais vous retourner les 200 millions. Moi, je trouve que c'est une injustice de plus qui sera faite à l'État et aux Nigériens. Quelqu'un a volé 1 milliard, il doit payer les 1 milliard et on doit lui appliquer le code pénal. On n'a pas à trancher avec aucun voleur. On leur applique la loi dans toute sa rigueur. Les transactions sont possibles dans d'autres types de procédures. Mais pas dans une procédure de vol et de détournement. Montant, ça devient un crime. Un crime. Ouais. Comme le cas par exemple, comme le cas par exemple du MDN Get où on a quand même perdu des hommes du fait effectivement du détournement et même de la livraison de certaines munitions défectueuses qui ont carrément envoyé nos hommes à l'abattoir. Donc moi, je l'ai dit et je l'ai redit, la COLDEF risque de ne pas faire la différence avec les autres commissions. On a compris. Mais maintenant, par rapport aux au-delà de ça, quoi d'autre encore? Selon vous, il faut changer cette disposition. D'accord. Il faut voilà. Si on doit arranger, c'est déjà. Faire d'autre pour avoir des résultats. Moi, je pense que la COLDEF, il faut la rattacher à la justice, à son pôle économique et financier. Renforcer ce pôle-là. Maintenant, faire appel aux autres expertises, on est tous d'accord. Dans chaque procédure, je vous dis, on fait toujours appel à des expertises externes de la justice, à la justice. Donc, il faut déjà qu'on responsabilise notre justice. On ne peut pas à chaque moment créer des commissions ou des hautes autorités comme la Halcia et penser que les choses vont se régler. Non, parce que même la COLDEF là, elle sera aussi chapeautée par le chef de l'État. Oui. Non, on n'en a pas besoin. Moi, je pense que si on veut aller dans la sanction le plus méchamment possible, il faut laisser la justice faire son travail de façon impartiale, les yeux bandés avec le glaive. Le bâton. C'est la seule façon de résoudre le problème. Mais sinon, je vous assure que d'autres COLDEF, on en aura besoin. Parce que c'est une répétition. Il faut tirer des leçons de l'histoire. On a eu suffisamment de commissions qui ont montré leurs limites, non pas parce que les hommes qui les composaient n'étaient pas bien ou n'étaient pas intègres, non. C'est parce qu'effectivement, on a eu des arrangements et c'est toujours les hommes politiques. On trouve toujours des moyens de s'arranger entre les hommes politiques pour se libérer d'une éventuelle prison. En négociant, le cas de la transition de Salou Djibo, il y a une commission, non? Vous avez parlé de 4 milliards et on sait pertinemment que ce n'est pas 4 milliards. Mais les gens ont été appelés, chacun a négocié. Un tel donne 5 millions, un autre donne 10 millions. Et puis bon, il retourne. Parce que si c'est le cas, demain, si M. Yero occupe une autre fonction, il peut se permettre de voler 1 milliard et de rembourser. Parce qu'il sait qu'il n'aura à rembourser que 200 millions après. Les 800 millions, sa famille va là. Donc il faut vraiment qu'on arrête. Il faut qu'on soit suffisamment courageux pour sanctionner les selon vous, que faut-il faire pour avoir des résultats cette fois-ci? Merci encore une fois. Je voudrais revenir sur quelques aspects effleurés par notre aîné et en même temps notre cher camarade qui est là. Et l'aîné
Tamboura nous parlait de n'avoir pas être dans une posture de pouvoir reconnaître, par exemple, ou de circonscrire les mots qu'on peut retrouver dans le cadre de la délinquance qu'on peut juger au niveau de la défense ou dans des secteurs assez comme... Enfin, je voudrais leur dire, et à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, Koldef dans la composition, c'est pourquoi elle engrange en elle si vous voulez un type de corporatisme en fait qui permet de retrouver toutes les différentes corporations là-dedans. Donc chaque corporation pourrait justement dans la discipline qui est instituée dans ce qu'elle fait de pouvoir reconnaître ses délinquants. Ça c'est déjà un autre aspect. Par exemple, quand vous prenez le cas de la société civile, il y en a des gens qui sont reconnus dans ces arts de malversation et des délinquances là. De l'autre côté, quand vous venez au niveau des militaires, les gendarmes en savent suffisamment. Il y en a des inspecteurs parmi eux qui aujourd'hui ont circonscrit. Ils savent pertinemment qui a fait quoi durant toutes ces années là où les années qui sont réputées de mal gouvernance ou alors où des choses se sont passées. Voilà. Et quand vous revenez ici au niveau des juristes, eux aussi, ils connaissent en eux, en leur sein, des gens qui sont d'une probité certaine et connue, et ainsi de suite, quand vous prenez ces différentes corporations qui constituent le corps même de la Koldef. Maintenant, notre cher camarade qui parlait justement je lis un scepticisme assez développé de son côté, mais soyons quand même optimistes. Ce n'est pas parce qu'une institution de telle envergure avait échoué à un moment ou à un autre que forcément Koldef devrait suivre la même logique ou pouvait être frappé du même bâton. Non. Ayons cet esprit de croire que peut-être que cette fois, nous pouvons faire mieux que ce qu'on a fait auparavant. Et donc, moi, je vais directement dans le sens d'apporter vraiment un plus. Parce que tout ce que nous sommes en train de... Ça va dans la logorée, dans tout ce qu'aujourd'hui un simple citoyen sait. Humble. Voilà. Il faut être humble. C'est très important. Je suis d'accord. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire quelque chose et que tu dis que tu vas aller au-delà. Oui, mais... donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être humble. D'accord, oui, on a compris. Donc maintenant, moi le véritable enjeu à ce niveau, ce sont les hommes qui animeront cette commission, qui un accent doit être mis particulièrement aussi bien sur leur choix et les critères qui seront mis en place pour que ces gens puissent être minutieusement identifiés et minutieusement à travers justement un mécanisme de désignation qui sera très clair par le CNSP. Et d'ailleurs, le chef de l'État a appelé les Nigériens en tout cas à les aider à choisir les bonnes personnes lors de ces entretiens sur les médias publics. On a besoin d'un critère clair et vraiment beaucoup plus quantifiable et appréciable pour qu'on ait ces personnalités à même de pouvoir poursuivre cette mission-là. Je reviens sur un autre aspect quand le camarade parlait de certains qui disent que dans tous les cas, c'est à minima que les choses se traitent. La question de la transigence au niveau de cette institution. Écoutez, nous avons pas mal de soucis à gérer. Il y a un autre aspect qui est déjà là à notre niveau, l'aspect temps. Tout dépend aussi du temps ou du délai ou de la période de la transition. Plus la transition est longue, plus nous aurons l'efficacité à atteindre à travers Koldef. Mais moins cette période-là de la transition est courte, moins on atteindra justement les prouesses, ou si vous voulez, les succès de cette commission. Parce que quand vous la comparez avec la transition du général Salou Joubou à l'époque, c'était une transition d'1 an. Si aujourd'hui on va pour une transition de 3 ans à 5 ans, voire même 10 ans s'il le faut, parce qu'il y a beaucoup trop de délinquants. Non mais c'est ce qu'il dit lui. Mais on a beaucoup trop de problèmes dans ce pays que lui, à partir de cet instant, de dire voilà le nombre d'années qu'il nous faut pour pouvoir gérer, faire la purge et la cure dans ce pays. On a, à travers l'élément que vous avez présenté ici,
vous vous rendrez compte que le problème est énormissime. Le souci est si profond qu'on ne peut pas gérer ces histoires-là en l'espace de quelques temps. J'allais dire 1 an, 2 ans ou à 3 ans. Il nous faut suffisamment de temps. Je veux vous dire une chose. À travers la lecture de votre élément qui était passé tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'en fait, il y en a des prêts, des situations de délinquance financière et fiscale que même les acteurs eux-mêmes qui étaient ensemble, en fait, ne mesuraient pas l'ampleur ni la dimension. Et donc, il faut du temps avec de la minutie, avec des hommes à même de pouvoir nous détecter cela pour qu'on puisse mettre l'État dans la plénitude de ses droits. D'accord. Voilà. On a bien compris. Ensuite, donc en 30 secondes. Je reviens sur au-delà de ces hommes qui doivent être minutieusement choisis avec un mécanisme clair, c'est de donner les moyens nécessaires pour que la COLDEF puisse atteindre les objectifs qui lui sont fixés à travers l'ordonnance. Au-delà, allons vers des questions beaucoup plus pratiques. D'accord. On va en parler dans la dernière partie de l'émission. Oui. Dans le dernier tour de table, cette émission est conçue aussi pour la diaspora et avec la diaspora nigérienne. La question de l'assainissement et de la lutte contre la délinquance financière est une question qui préoccupe les Nigériens où qu'ils se trouvent. C'est le cas également de la diaspora avec laquelle l'émission Contour a discuté dans la rubrique Le mot de la diaspora que je vous propose de suivre. Bonsoir et merci de rester avec Contour de la télévision Labari. Nous avons en ligne sur Skype depuis les États-Unis d'Amérique Monsieur Kassoum Zibo. Monsieur Kassoum, bonsoir. Alors, le gouvernement de transition et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, viennent de mettre sur pied une commission dite de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, la COLDEF. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a raison d'espérer que la nouvelle commission pourra faire le travail d'assainissement comme l'aspirent les Nigériens? Oui, Monsieur Ibrahim, merci bien de me donner la parole. Et je pense bien que c'est le souhait de tous les Nigériens, en tout cas, de voir cette fois-ci la COLDEF faire la différence avec les autres structures qui l'ont précédée. Et le succès également de cette transition dépendra de cette commission-là. Les Nigériens attendent beaucoup de cette commission-là quand on sait qu'il y a eu tellement de malversations et de détournements et d'abus également, au point où cela pouvait se lire un peu partout, dans tous les recoins du Niger où on passe, tout le monde en parle de la corruption, des détournements, des abus, de tout genre en tout cas. Les Nigériens ont plein d'espoir que cette fois-ci, les choses doivent changer parce que nous sommes dans une nouvelle ère de révolution, je vais l'appeler comme ça. Et je pense que nous avons des raisons d'espérer et surtout de dire aussi à la transition qu'on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Je pense qu'il faut un mouvement d'ensemble dans la refondation nationale à tous les niveaux. Que ce soit à commencer d'abord par le système judiciaire. Il faut réformer pour que véritablement les juges puissent être impartials et travailler comme il se doit. Parce que cette fois-ci, pour moi, il s'agit de vrais changements. Parce que dans le passé, il s'agissait seulement de changement de régime. Mais cette fois-ci, nous voulons un changement de système. Le Niger n'a pas un problème d'homme, mais plutôt un problème de système. Je pense que c'est tout le système qu'il faut changer pour faire du Niger un pays véritablement démocratique. Et quand je dis démocratique, c'est la substance qui va nous donner tous les éléments nécessaires pour essayer de mettre le Niger sur les rails afin qu'on ne puisse plus vraiment avoir recours à un coup d'État pour changer quoi que ce soit. Monsieur Omar, on parle ce soir de l'assainissement économique et financier engagé par le CNSP à travers la COLDEF. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie.
pour votre patriotisme, pour l'engagement, surtout là-bas, le contour qui essaye en tout cas d'insérer la diaspora aussi dans les débats nationaux. C'est quelque chose de très important et à saluer. Pour ce qui concerne le COLDEF, c'est vraiment une très belle initiative aujourd'hui de voir qu'il y a des structures qui sont indépendantes et qui peuvent en tout cas poursuivre et assainir toute cette impunité qui nous a été en tout cas administrée, inoculée plus de 13 ans. Aujourd'hui, la seule chose que moi je pense que Tchani devait faire, parce qu'il est le chef, le patron de la COLDEF, c'est en tout cas de donner tout le pouvoir à ces COLDEF et de faire en sorte que les personnes qui seront là pour exercer et faire les travaux de ce COLDEF soient vraiment des personnes clean, des personnes vraiment qu'on ne peut pas corrompre, c'est-à-dire des incorruptibles. Je pense qu'avec cela, nous pouvons aller et qu'ils se retirent, qu'il ne faut pas qu'ils se donnent le pouvoir à tout moment, montrer qu'ils contrôlent. Non, et laisser les gens, ils vont faire leur travail. S'il y a quelque chose qui bloque, le peuple va commencer à susciter en bas, dire qu'on ne fait pas confiance à X, Y. Lui, il écoute. Tant qu'il écoute, il ne sera jamais perdu. Mais en tout cas, c'est une initiative à saluer et ça va faire la différence entre Alcia et COLDEF. Nous allons voir très rapidement, en tout cas, cette différence. Vous, selon vous, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette COLDEF-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? La première des choses, ils doivent vraiment assainir depuis l'avènement de la 7e République. Ils doivent faire les points sur l'enrichissement illicite, la corruption. D'abord, parce que c'est ça qui nous a affaiblis. Le COLDEF doit vraiment essayer de voir qu'est-ce que les gens ont pu détourner à leur faveur. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire une première dame a plus de 17 à 20 milliards. On ne peut pas me dire aujourd'hui un simple allié d'un parti politique qui a un petit poste ministériel à des milliards du moment où le pays est endetté. Donc, de faire en sorte de voir cette dette-là, elle est réellement rentrée où? La première des choses, qui sont ces personnes qui ont bouffé cette somme-là, qui ont mangé cette dette? La première des choses, s'ils repèrent les personnes, maintenant, d'aller avec leur police, comment ils vont faire pour que cela revienne au peuple et que ça soit transparent. Même s'ils ont pris une cuillère, qu'ils le disent et qu'on le met dans le trésor national. La COLDEF, il ne faut pas qu'on prenne du temps. Il faut qu'on les donne au moins d'ici 3 mois. Il faut qu'ils reviennent avec un résultat, c'est-à-dire une avancée sur les enquêtes et qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Il faut qu'ils créent une comité de supervision et une comité de réflexion aussi qui va impliquer quelques personnes de la diaspora. Et après ça, pour que l'État du Niger puisse se tenir debout sur les pieds, il faut qu'on fasse en sorte que le système de guichet unique, même si vous avez besoin d'une timbre, il faut payer au guichet. Cette somme ne va pas rentrer dans la main d'un DG ou d'un je ne sais pas quoi. Ça va directement, automatiquement à la banque, au Trésor national. Ça va s'afficher toute la journée, les timbres vendus sur toute l'étendue du territoire. Si c'est la douane, c'est le guichet unique. Si, quelles qu'en soient les activités de l'État, on doit payer soit par ta carte bancaire ou soit tu payes sur place au guichet. C'est le professeur Sidi Bilan, Nigérien résident à Londres, enseignant-chercheur ici à l'université de Sunderland à Londres. Ok. Vous enseignez quoi? Bon, je fais plusieurs choses. Hein. Je suis philosophe, sociologue et politologue de formation. Et j'ai fait aussi la gestion des entreprises, marketing et éducation. Donc j'enseigne en ce moment, je suis le chef de département de gestion à l'université de Londres, Sunderland à Londres. Alors, vous, en tant que Nigérien de la diaspora, en tout cas qui êtes dans un pays développé, comment voyez-vous la création de cette commission? On s'est d'abord demandé pourquoi au Niger, à chaque fois, il faut attendre une transition militaire pour mettre en place une commission de lutte contre la délinquance financière. Or, dans des pays comme là où vous êtes, dans des pays développés, c'est systématique. L'assainissement, le contrôle des deniers publics, la préservation des deniers publics, c'est dans la vie quotidienne. Alors, que faut-il faire chez nous? Je trouve que c'est une bonne chose
Mais il faut dire que, en fait, tant que les institutions sont faibles, les institutions ne sont pas solides, n'est-ce pas? Bon, ils sont appelés à être violés, quoi. Sinon, il y avait la CIA, mais ça n'a pas empêché que les gros poissons, n'est-ce pas, mangent les petits en dilapidant toutes les ressources du pays. C'est incroyable. Oui, parce qu'il y a les surtaxations, il y a comment dirais-je, les fausses factures, il y a plein, c'est tout un réseau qu'il faut démanteler. Et je pense aussi que c'est une question de mentalité, n'est-ce pas? C'est vraiment une question de mentalité. Il faut qu'on frappe très fort. Je pense qu'il faut qu'on mette des institutions pour récupérer tout ce qui a été volé et remettre le Niger dans ses droits. Parce que c'est vraiment un crime qu'un individu à qui l'État a fait confiance, dans un pays comme le nôtre, où la majorité des gens souffrent et même meurent de faim. Et ces gens-là ont le culot de détourner des milliards. Mais c'est incroyable. Je n'arrive même pas à m'imaginer cela, quoi. Souvent des vivres à distribuer aux pauvres qui n'ont rien à manger. Mais c'est terrible. Et dire que nous sommes des musulmans à 99%. Mais je ne comprends pas. Franchement, il faut revoir notre mentalité, quoi. Et même notre spiritualité, je veux dire. Mais juridiquement parlant, il faut qu'on mette sur pied des institutions très très fortes, très rigoureuses. N'importe qui que ce soit, qui dilapide même un franc, n'est-ce pas? Il faut que cette personne la paye. Et pas seulement rembourser, mais vraiment, il faut que cette personne soit châtiée, quoi. Est-ce que vous pensez que la COLDEF peut être cette institution dont vous parlez là? Est-ce, selon vous, une institution forte qui peut faire rentrer l'État dans ses droits aujourd'hui? Moi, je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que le Nigérien de 2010 et le Nigérien de 2023, ce n'est pas la même personne. Hein. Les gens ont beaucoup évolué, les gens ont beaucoup appris, et les gens maintenant ont les yeux grandement ouverts. Chacun regarde qui? N'est-ce pas? Ces gens qui comment dirais-je, qui harassent même le peuple par les biens mal acquis, non? Les grosses voitures cylindrées de Niamey circulent. Bien, non, les extravagances quand même au Niger, ça suffit comme ça. Hein? Ça suffit. Donc il faut vraiment qu'on mette un point à ça, quoi. Et je pense que cette fois-ci-là, ça va marcher. Nous avons en ligne M. Mohamed. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, messieurs les panélistes. Vous allez bien? Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Mohamed Baki, plus connu sous le nom de Baki Kinsbogo. Je suis un citoyen nigérien vivant aux États-Unis, dans la même ville que Kassim Zibo. Je suis entrepreneur, je suis activiste, et je suis également économiste de formation. Le problème, c'est cadre beaucoup plus dans l'implémentation ou bien la création, l'organisation et l'implémentation vraiment des techniques de gestion. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que si, par exemple, le gouvernement nigérien, plus précisément, crée un mécanisme de gestion, il faudrait que parallèlement ce gouvernement aussi ait un mécanisme aussi de contrôle. Le système bancaire nigérien également doit être vraiment audité et vraiment pour leur comportement de corruption ou bien de leur comportement d'assistance aux malfaiteurs, leur comportement ou bien leur le blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, tout cela doit être vraiment mis sous lumière pour que nous sachions quelles sont les banques qui sont vraiment impliquées dans ces genres d'opérations. Parce que sans vraiment la participation des banques, il n'y aurait pas assez de détournement et de transactions. Et deux, encore, le système foncier du Niger, le système cadastre là, doit aussi être audité, et chaque maison, chaque terre au Niger doivent être vraiment assignés à un propriétaire, à qui appartient. Lorsqu'il y aura vraiment une transaction, on sait vraiment ça quitte X et ça va vers Y. Et les impôts fonciers doivent être payés à ce moment. C'est très important. Et pour cela, nous avons déjà fait ce qu'on appelle
recensement biométrique. Les recensements biométriques-là doivent être utilisés pour essayer d'identifier les individus avec leur patrimoine économique, financier et social. C'est très important. C'est très important parce que les gens vont dans la banque et ne savent même pas. Et savent même pas qui sont ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font, ils viennent et déposent des dizaines de millions de francs CFA et personne ne pose des questions. Ici aux États-Unis, bien que moi je sois entrepreneur, si je vais dans les banques, maintenant je dépose 10 000 $. Le fisc américain va savoir et va me poser des questions. Et si quelqu'un vient chez moi dans mon établissement avec 10 000 $, je suis dans l'obligation d'appeler le fisc américain pour l'informer que hey, Kassim Jibo m'a amené 10 000 $ là en cash. Merci vraiment de votre disponibilité et surtout de vos pertinentes interventions qui vont certainement permettre à la COLDEF et aux autorités nigériennes de poursuivre et d'approfondir les réflexions sur les réformes nécessaires à engager et à exécuter afin que le Niger puisse se porter mieux et tourner le dos à cette dilapidation des ressources qui nous fait autant de mal, et ce dans tous les secteurs. Merci à vous et à très bientôt, Inch'Allah. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la télévision Labari. Monsieur Tamboura, on a encore 10 minutes pour conclure. Comment préserver les deniers publics au-delà des réponses conjoncturelles qui sont à chaque fois apportées? Selon vous, que faut-il faire pour que les deniers publics restent sacrés comme toutes les constitutions l'ont mentionné? Je répète que relativement les deniers publics ont été relativement sacrés jusqu'à l'arrivée de ces gens-là. Ça c'est clair, hein? Jusqu'à l'arrivée de ces gens. La preuve. 1. Le Premier ministre, dans sa première sortie, a donné l'intensité de l'endettement du Niger. Et je ne sais pas aujourd'hui, si vous avez suivi, le CNSP a pris une ordonnance pour ramener le budget du Niger de 3 000 milliards et quelques à 1 900 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a 1 300 milliards, vraiment c'était du banza. Vous comprenez? Donc c'est pour démontrer que, donc vraiment, les 13 années là, ce sont des années spéciales. Donc l'Américain a dit qu'il faut auditer, et donc c'est pour ça que je parlais de récupération des biens spoliés d'une part, et puis la lutte contre la délinquance de l'autre côté. D'accord, on a compris. Et pour finir, oui, ce qu'on ne m'a pas compris, j'ai dit pour aller rapidement, il faut une organisation d'instruction, d'enquête d'experts pour que maintenant, une fois que c'est fini, le rapport, on donne au juge. Ça se faisait comme ça. Les inspecteurs d'État qui étaient à la présidence, quand il y a un problème, ils partent, ils fouillent, ils font un rapport, on remet au gars qui est incriminé, il répond. S'il a répondu et qu'il a donné les preuves, on supprime, etc. On envoie le rapport au juge, parce que seul le juge décide. Et maintenant, c'est plus rapide. Donc c'est pour ça, cette COLDEF-là, ça peut être là le centre d'instruction, de préparation, etc., etc. Et maintenant, les juges jugent. Maintenant, les magistrats... Sur la durée. Je viens. Maintenant, les magistrats, je l'ai déjà dit. Je vous dis que la justice nigérienne est corrompue. Je le dis. Tout, Bazoum l'a dit. Massaoudou l'a dit, etc., etc. Bon, on dit donc toujours je viens, il y a des juges je viens. D'accord. Donc pour qu'il y ait de l'efficacité, comme l'a dit là, il faut, comment dirais-je, nettoyer les écrits d'Ojas. Non, c'est vrai, il faut le faire. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Si, on a le temps contre nous, il faut aller on a le temps contre nous. Prenez par exemple les gars là qu'on a jugés, les mêmes juges les ont jugés, ils les ont condamnés, les mêmes juges les ont libérés.
ça veut dire que ça ne va pas. Et puis j'ai dit que si vous avez une affaire à la justice, ça peut faire des années. Vous croyez que le camarade a dit qu'ils ont 5 ans, mais si tu mets une affaire dans les mains de la justice, mais tu vas partir laisser ça. D'accord. Donc, il faut de l'efficacité dans la justice. Ouais. Sans justice, là, tout ce qu'on fait est nul. Donc, ça veut dire que s'il y a refondation, il faut refonder là-bas. La justice, d'abord, en pour priorité. Que ce soit des gens efficaces, prompts, qui font leur travail correctement. On a compris. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Une mais... organisation d'enquête, d'instruction de ceci pour et une bonne justice pour et puis maintenant, décider. Une fois que c'est fini, on envoie à la justice. D'accord. Et j'ai vu dans certains pays, il y a même une cour. Pour que ça soit rapide, il y a une cour pour juger les crimes. Très bien, monsieur Tamboura, on a compris. Voilà. On aura l'occasion peut-être de revenir sur le sujet une autre fois. Alors, monsieur Nassirou, Tamboura a empiété sur votre temps d'antenne, même si je suis complice quand même. On va aller rapidement. Que faut-il faire pour préserver les deniers publics à l'avenir? Oui, mais à l'avenir, la question ne peut être résolue que de façon structurelle, hein, parce que toutes les commissions là, c'est vrai, le camarade pense que je suis sceptique, que je suis pessimiste, mais il a en face, je le rassure, un optimisme à la folie, mais quand même un lucide, parce que les expériences, elles servent effectivement à éclairer. Ce n'est pas parce que je souhaite que ça échoue. Oui, on a compris tout ça. Maintenant, que faut-il faire? Mais c'est ça, j'ai dit. Oui, il faut structurellement arranger les choses. Mais arranger quoi exactement? Mais la justice. D'accord. Vous avez parlé de la justice. Après mais la justice? Non, c'est la justice. Moi, je ne vois pas une autre option. Je n'en vois pas. Et il l'a dit. Et tout à l'heure, j'étais sur un autre débat, c'est par rapport à la même question. On ne peut pas construire, on ne peut rien refonder sans la justice. Mais tant qu'on va continuer à faire des arrangements qui vont contourner la justice, eh bien, il y aura même demain un coup d'État, il y aura une autre COLDEF, ça je vous promets. Tant que c'est les arrangements et le colmatage, pensant que non, on n'a pas le temps, non. Il faut prendre tout son temps s'il le faut. Et dans tous les cas, les problèmes du Niger, ce n'est pas à Tchani de les résoudre tous. Il ne peut même pas. Vous lui donnez une éternité, lui-même n'est pas éternel. Donc, revenons sur le réalisme. Qu'est-ce que nous voulons concrètement pour ce pays par rapport à la question de la spoliation des biens? Les gens ont fait le choix de mettre une COLDEF en place. Nous ne sommes pas pour le format, mais le format est déjà là. Maintenant, il faut, par exemple, aller dans le schéma du tonton. C'est-à-dire réduire cette COLDEF aux instructions préparatoires, mais au finish, il faut forcément ramener les dossiers à la justice. Parce que là même, et je l'invite, parce que moi je suis un tout petit peu juriste, je l'invite à relire l'ordonnance. De lui-même, il va comprendre que l'ordonnance comporte même les limites de cette COLDEF. Parce que dès que vous y mettez la transaction, vous créez des possibilités d'arrangement qui vont permettre à des gens de ne jamais faire face à la justice. Et la question, c'est la question de justice. Ce n'est pas une question de commission. C'est à la justice de remettre les Nigériens dans leurs droits. Et pour ça, il faut avoir le courage de faire confiance à la justice et de mettre les juges devant leur responsabilité. C'est tout. C'est clair, on a compris. Alors, pour terminer avec vous, rapidement, Elhadj, que faut-il faire pour préserver les deniers publics? On peut proposer quelques pistes de solutions en fait à ce niveau. La création, par exemple, d'une cour spéciale ou d'un tribunal spécial qui peut facilement gérer, traiter ces questions-là, comme la COLDEF pourrait lui servir d'une institution d'appoint. Je veux dire, un support qui est là. Mais avant, il faudrait qu'on dépêche l'ensemble de tous les inspecteurs généraux dans ce pays. Tout celui qui se sent capable de faire quoi que ce soit. Comme il l'a dit, il n'y a pas que le général Tchani qui pourrait résoudre le problème du Niger. Il faut qu'on s'y mette nous tous en fait. Les directeurs généraux vont dans les différentes institutions de la République. Ils doivent aller dans tous les ministères, dans toutes les institutions, aller fouiller, remonter tous les dossiers qui sont là et tout ce qui est pendant devant les tribunaux de l'autre côté, qu'on les dessaisisse et qu'on les ramène en fait dans une cour commune pour qu'on puisse les traiter. De l'autre côté, il faut aller s'intéresser aussi à l'appel à témoins.
il faut qu'un appel, il faut qu'on privilégie toutes les voies qui peuvent faciliter et à ces juges et à ces commissaires de la COLDEF qu'ils puissent traiter ces questions-là dans un temps le plus court possible. Maintenant, je reviens sur quelques aspects sur lesquels on peut revenir. Par exemple, vous parlez, moi je voulais m'intéresser à quelques aspects sur lesquels aujourd'hui on pourrait aider ces gens-là. Par exemple, quand vous prenez le cas des exonérations, par exemple, des exonérations fiscales qui sont accordées aux entreprises, les derniers... On aura l'occasion de revenir sur tout ça. Non, mais je voudrais vraiment qu'on revienne sur les enrichissements illicites. L'audit justement des banques, l'audit justement des systèmes fonciers. Ça, ce sont des pistes qui peuvent servir à la COLDEF justement de voir... La COLDEF a pris bonne note certainement. Je constate que personne ici n'a parlé de volonté politique. C'est certainement parce que on pense que la volonté politique est là. C'est la fin de ce numéro de votre émission Contour sur la télévision Labari. Tout de suite le journal et à très bientôt pour un nouveau sujet, Inch'Allah.